Ce récit débute en expliquant que, dans le monde démoniaque, vivent des créatures consumées par la malice, livrées au chaos et à la violence. Ces êtres sont appelés démons, et, comme dans de nombreux animes, la plupart d'entre eux possèdent des cornes, rappelant presque de mauvais souvenirs du passé. Cependant, celui qui cherche à les dominer par une force encore plus grande et un pouvoir absolu n'est autre que le roi démon Eraman. Son ambition l'a conduit à désirer l'unification totale du monde démoniaque. C'est ainsi que débute l'invasion menée par l'armée du roi démon, et très vite, nous assistons à une bataille d'une brutalité écrasante. Les généraux démons du roi portent des coups décisifs à leurs ennemis. Des dragons sont vaincus par une magie dévastatrice. Oui, les pauvres dragons sont projetés dans les airs comme de simples jouets. Finalement, le roi démon révèle sa véritable forme. Un démon colossal et terrifiant, plus imposant encore que les dragons eux-mêmes, ravageant tout sur son passage. Le champ de bataille est englouti par les flammes. Cette démonstration de puissance écrasante fait trembler à la fois le monde des humains et le monde céleste. Il ne s'agissait plus que d'une question de temps avant que l'unification du monde ne s'accomplisse et que l'invasion démoniaque ne s'étende à toutes les terres. Cependant, quelque chose d'inattendu se produit. Au cœur du conflit, le démon inflexible Jaï, assistant personnel du roi démon, interrompt l'avancée après avoir reçu un message urgent d'un messager. Face à cette situation, Eraman ordonne la retraite de l'armée et la suspension de la conquête mondiale. Déconcerté, Jaï questionne la raison d'une telle décision. C'est alors que l'imposant roi démon révèle qu'il fait face à un problème grave. Sa fille, Du, est beaucoup trop gentille. En entendant cela, Jaï est intrigué. La scène se déplace vers le passé, montrant la petite démone au milieu d'une forêt, sauvant un lézard emporté par le courant d'une rivière et lui adressant un sourire innocent. Oui, la fillette est terriblement adorable, mais cela pose problème. De retour à la conversation, Jaï demande s'il parle bien de Mademoiselle D, sa fille, et Eraman le confirme. Elle avait toujours été bienveillante, mais il pensait que cela venait de son jeune âge, qu'elle n'avait tout simplement pas encore éveillé sa cruauté. Cependant, durant les mois où elle participa à la campagne d'invasion, sa gentillesse dépassa toutes les limites. Elle soigna les blessures d'un esclave humain, partagea des sucreries avec des enfants réduits en esclavage et aida même des esclaves démoniaques à porter de lourdes charges. Mais le pire restait encore à venir. Au milieu de ce récit, la fillette mentionna, avec toute son innocence, le lézard qu'elle avait sauvé de la rivière. Eraman fut surpris, mais choisit d'agir avec prudence. Il déclara que, avant d'être un roi, il était un père, et que son inquiétude pour Du l'empêchait désormais de penser à l'invasion du monde. C'est pour cette raison qu'il décida de la soumettre à des épreuves, afin de lui apprendre à devenir un démon impitoyable. En entendant la conversation, la petite demanda ce que signifiait être impitoyable. Jaï lui expliqua qu'elle allait l'entraîner pour devenir une grande démone. Du demanda alors si c'était un jeu, mais Jaï répondit que non. Malgré tout, le roi démon se sentit plus rassuré et confia sa fille à son assistante. Le plan débuta par la traversée de la forêt menant au monde des humains. Là vivaient des démons renégats qui refusaient encore d'obéir, et Du devait les vaincre. Soudain, Eraman détruisit un mur et une partie du terrain, ouvrant un passage, puis serra sa fille dans ses bras. Il lui demanda d'être prudente. Durant le voyage, Jaï réalisa que la gentillesse de Du constituait un problème majeur, d'autant plus que le roi l'avait beaucoup trop gâtée. Déterminée, elle se promit de corriger cela, mais se rendit rapidement compte que la fillette avait disparu. Un démon renégat l'avait enlevée, transformant la situation en une véritable partie de cache-cache. Du s'amusait à ramper entre les buissons, jouait avec les animaux et parlait aux poissons, tandis que Jaï la cherchait désespérément. Après un certain temps, Jaï parvint finalement à la rattraper. Elle lui expliqua qu'elle ne jouait pas, et qu'un démon digne de ce nom devait voler, opprimer et tuer. Tels étaient les 3 principes démoniaques. Cependant, Du se laissa facilement distraire, s'arrêtant pour nourrir un lapin affamé. Jaï se contenta de soupirer, songeant à quel point les enfants pouvaient être imprévisibles. Peu après, 2 monstres apparurent, se disputant pour savoir lequel d'entre eux les dévorerait. Sans la moindre hésitation, Jaï leur fit face, lesquels, pendant ce temps, Du observe tout avec curiosité, admettant peut-être qu'elle est, par nature, trop gentille. Cette qualité, bien que belle, peut devenir dangereuse,
car un pouvoir de cette ampleur exige une grande détermination pour éradiquer le mal. Finalement, Jaï commence la première leçon pratique en appliquant l'un des 3 principes. Ils doivent voler. Ainsi, elles menacent un village et prennent sa nourriture. Ce devait être l'épreuve finale. Malgré cela, Du semble bien plus intéressé par le fait de jouer près d'une clôture. Jaï commence à s'inquiéter, pensant que si les choses continuent ainsi, la fillette ne pourra peut-être jamais vivre comme un véritable démon. Pourtant, elle garde espoir. Après tout, Du est la fille du roi démon, et un jour, elle finira sûrement par y parvenir. C'est ainsi que l'on suit la petite Du entrant dans une boutique, saluant poliment d'un bonjour. Oui, malgré sa gentillesse, cette enfant se révèle être une jeune fille extrêmement bien élevée. Elle demande alors avec soin une patate douce. À cet instant, on pourrait presque croire qu'il ne s'agit que de nourriture. Jaï, cachée, murmure qu'elle devait voler et lui demande si elle en a déjà terminé. Le vendeur en vient à oublier son texte et Du sort alors un papier pour qu'il puisse lire attentivement les répliques. Ainsi, la loi se manifeste sous la forme d'un grand démon, avertissant l'humain que, si le tribut n'était pas versé, elle lui arracherait sa propre chair et embraserait ses entrailles, le faisant danser jusqu'à perdre totalement la raison. Cependant, la vieille commerçante trouve tout cela adorable et lui demande si elle ne fait que jouer à la démone. N'ayant plus d'alternative, Jaï finit par se résigner à la situation. La pauvre femme voulait seulement conserver son travail et sa position élevée. Mais lorsque la patate douce est finalement remise à Du, celle-ci explique qu'elle n'a absolument pas d'argent. La vieille femme lui demande alors si elle n'est pas en train de lui voler, car, dans ce cas, elle n'aurait pas besoin de payer. Du explique alors ce qui s'est passé. Elle s'est blessée aux jambes quelque temps auparavant, et le médecin a déclaré qu'elle ne retrouverait jamais la force dans son pied. De plus, les récoltes n'ont pas été bonnes, et comme il y a très peu de clients, la boutique est sur le point de fermer. Ainsi, au moins, cette patate douce pourrait être bénéfique pour le bébé, dit-elle avec une sincère dévotion. Après avoir prononcé ces mots et écouté chaque détail de l'histoire, Du l'enlace soudainement et utilise sa magie sur elle, lui demandant de se lever. La vieille femme ne comprend pas, car elle sait pertinemment qu'elle ne peut plus bouger. Pourtant, Du la soulève, et à sa grande surprise, la dame parvient à se tenir debout. Émerveillée par ce miracle, Du déclare qu'elle viendra lui voler quelque chose chaque jour, lui demandant de rester en bonne santé et de garder le sourire. Ce geste de bonté la fait fondre en larmes, et la vieille femme promet alors qu'elle paiera le tribut chaque jour. C'est ainsi que Du lit sa phrase finale, lui disant simplement de faire ce qu'elle a à faire. Puis Jaï revient, utilisant une approche pour le moins maladroite, et montre fièrement la patate douce qu'elle a volée. Irritée, elle lui demande pourquoi elle en est si fière. Elle insiste sur le fait que c'est inacceptable. Utiliser de la magie pour aider une humaine est une faute, et il aurait été préférable de la menacer et de voler l'objet sans plus de cérémonie. En réponse, Du lui explique calmement que, même si elle a raison, elle a désormais compris qu'il est possible de recevoir des choses tout en aidant les autres. C'est pour cela qu'elle veut devenir un démon qui aide tout le monde. En entendant cela, Jaï crie que c'est impardonnable. Mais au même instant, son estomac gargouille bruyamment. Sans hésiter, Du coupe sa patate douce en 2. À cet instant, son père apparaît également. En le voyant, elle brise aussi sa propre patate douce en 2 pour la partager. Oui, cette petite est véritablement un ange. En observant à quel point le roi démon cède au désir de sa fille, Jaï comprend enfin qu'ils ne pourront jamais la vaincre. Malgré tout, le lendemain, Jaï retourne au village humain. En marchant dans les rues, les habitants la saluent chaleureusement. Lorsqu'elle arrive chez la vieille femme, celle-ci l'accueille à bras ouverts et l'invite à entrer. À l'intérieur, Jaï voit 2 personnes tenant une poupée. Elle demande ce que c'est et la fillette répond que c'est elle. La vieille femme explique que toutes 2 voulaient une peluche, alors elles l'ont fabriquée ensemble. Elle ajoute que, puisqu'elle l'aide tant au quotidien, c'était bien le minimum qu'elle puisse faire. Alors, que pourrait-elle faire de plus pour elle? Avec affection, elle dit que c'est incroyable, car elle n'aurait jamais pu faire cela toute seule. La vieille femme les remercie et déclare qu'à partir de maintenant, elles travailleront dur. Du acquiesce, tandis que Jaï affiche un sourire malicieux. D'une certaine manière, toute cette situation est absurde. De retour au château du roi démon,
Ehriman demande à Dou si elle aide réellement une vieille femme tous les jours. La fillette, dans toute son innocence, confirme. Ehriman exige alors des explications de la part de Jahi. Celle-ci répond qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car tout cela fait partie d'une épreuve destinée à faire chuter la vieille femme. À l'avenir, elles la tromperont, la trahiront et la feront tomber. Pour l'instant, elles font simplement semblant de l'aider afin de gagner sa confiance. Heureusement, la vieille femme ne se doute absolument pas que Miss Dou est un démon, tant il a été facile de la séduire. En comprenant ce plan sombre, Ehriman se sent rassuré. Puis il affirme qu'il a quelque chose d'utile, mais à peine a-t-il terminé sa phrase qu'il paralyse Jahi. Il lui demande ce qu'elle en pense, et si c'est vrai qu'elle est incapable de bouger. Désorienté, Jahi demande ce qui se passe. Ehriman explique qu'il s'agit de sel de marionnette, une substance qui, lorsqu'elle est utilisée sur un être vivant, le force temporairement à obéir à n'importe quel ordre. Jahi demande pourquoi il l'a utilisée sur elle. Ehriman répond que c'est pour stimuler le désir de domination de Dou. Il appelle alors sa petite fille et lui demande de donner un ordre à Jahi, lui promettant qu'elle obéira à tout ce qu'elle dira, même aux ordres les plus cruels et terribles. Jahi est terrorisée. Puis, on voit Dou afficher un sourire démoniaque. Le plan suivant montre cependant la fillette recevoir de l'affection de la part de Jahi. Finalement, Dou demande qu'on ne lui donne plus jamais ce genre d'ordre, et qu'il vaudrait mieux les faire avec la vieille femme. Un peu fatiguée, elle demande si Jahi sait déjà quels ordres cruels elle devra donner. Dou répond que oui, en sortant une note, précisant que c'est son père qui lui a appris beaucoup de choses, ce qui semble parfaitement logique aux yeux de Jahi. Alors, la repoussant légèrement, elle lui ordonne de mettre le plan à exécution. Jahi avait déjà tout préparé, et ainsi, il n'y aurait aucun problème à lui faire goûter le sel de marionnette. À partir de là, tout était prêt. Il ne resterait plus qu'à attendre le moment opportun pour la plonger dans un abîme de désespoir. Cependant, en arrivant chez la vieille femme, Jahi la voit aidant Dou et comprend aussitôt que le plan a échoué. Elle envisage de la guider autrement, mais en chemin, des habitants lui demandent de l'aide, et puisque l'effet du sel de marionnette est toujours actif, elle est incapable de refuser. Ainsi, elles finissent par être entraînées ailleurs. Pendant qu'elles transportent des affaires vers une charrette, Dou demande à la vieille femme pourquoi elles emportent toutes ces affaires. Celle-ci explique que la maison a été construite il y a de nombreuses décennies et que les sols comme les murs sont en très mauvais état, si bien qu'ils vont la rénover. En attendant, elle logera chez une amie, et c'est pour cette raison qu'elle emporte ses affaires. Dou lui demande, tristement, si elle s'en va. La vieille femme la rassure aussitôt, lui disant de ne pas s'inquiéter, car elles vivent toutes les deux dans le même village. Avant cela, elle demande cependant une faveur à Dou en lui montrant plusieurs peluches. Dou lui demande si c'est elle qui les a toutes fabriquées. La vieille femme confirme, puis lui demande de les garder. Dou s'étonne et lui demande si elle ne devrait pas les emporter avec elle. La grand-mère répond que non, et ce n'est pas par manque d'amour. Elle explique qu'elle les nettoyait, les lavait et les réparait chaque jour, car elles lui étaient extrêmement précieuses. Alors, un souvenir de la grand-mère nous est montré. À l'époque, son fils tenait la boutique, toujours remplie de légumes frais. On y voit sa belle-fille préparer un ours en peluche. Certains de ces jouets étaient destinés à la plus jeune de la famille, qui les recevait avec bonheur, sautant de joie sur son lit. Ses parents souriaient, eux aussi, observant leur fille grandir. Les années passent encore. On voit le fils aux côtés de sa femme, regardant leur enfant jouer joyeusement. Puis le temps avance à nouveau, et un jour, le mari de la vieille femme ne se réveille jamais. À ses côtés, il ne reste qu'un ours en peluche. Toute la famille est réunie, et elle pleure avec son fils lors de cet adieu. Cependant, ce ne fut pas la dernière épreuve qu'elle eut à affronter. Ce jour-là, la violence s'abattit sur le village, sous la forme d'une pluie lourde et incessante. La grand-mère courut jusqu'à la maison de son fils, pour découvrir que la demeure de l'enfant avait été engloutie par un glissement de terrain venu de la montagne. Lorsque le soleil se leva enfin, elle contempla le jouet avec lequel sa petite-fille jouait autrefois. Puis, la grand-mère expliqua à Di que ceux qui jouaient autrefois avec ses peluches n'étaient plus là. Ils avaient grandi, et elle pensait qu'ils seraient plus heureux en restant auprès d'une vieille femme. Di répondit que ce n'était pas vrai, et c'est ainsi qu'elle lui enseigna quelque chose d'essentiel. Au même instant, on voit Jahi accourir avec elle, se penchant pour vérifier l'état de la jeune fille.
Pendant ce temps, Dee saupoudre une poudre magique sur les peluches, leur ordonnant de bouger. La grand-mère observe la scène avec stupéfaction, tout comme Jaï. Il s'avère que cette poudre était le sel de marionnette, censé ne fonctionner que sur les êtres vivants. Et pourtant, toutes les peluches se rassemblent autour de la grand-mère, et Dee confirme ce qu'elle avait dit plus tôt. Elles veulent toutes rester auprès d'elle. Elle ajoute que, même si la grand-mère a toujours pris soin d'elle, elle souhaite rester avec celle qui les a aimées plus que quiconque. Jaï tente d'expliquer l'inexplicable, se demandant si la gentillesse de la jeune fille n'a pas fini par éveiller l'âme de ses peluches. La grand-mère regarde les poupées avec une expression empreinte de nostalgie. Alors Dee demande que cela soit respecté comme un ordre. Face à cela, la vieille femme ne peut plus refuser. Et bien qu'elle soit âgée, elle décide de rester à leur côté pour le reste de sa vie, serrant contre elle la toute première peluche qu'elle avait cousue. Mais, à présent, nous revenons une fois encore auprès du roi démon. Il demanda alors à Jaï comment l'épreuve s'était déroulée, mais la jeune femme semblait totalement froide. Oui, la pauvre donnait déjà l'impression d'avoir été mise à l'écart. Doo s'approcha à ce moment-là pour lui montrer la poupée qu'elle avait confectionnée avec la grand-mère. Le roi démon commenta qu'elle était adorable et la félicita pour tout ce qu'elle avait accompli avec autant d'efforts. Doo lui répondit qu'elle lui en fabriquerait une pour lui aussi la prochaine fois, ce qui fit de lui le père le plus heureux du monde. Pendant ce temps, Jaï déclara qu'elle ne pouvait penser qu'à une seule chose: retourner sur le champ de bataille pour décapiter quelques ennemis afin de se détendre et d'évacuer son stress. Entre deux échanges, Doo tendit une autre poupée à Jaï, à son effigie, afin qu'elles aillent ensemble. Le roi démon réalisa alors à quel point elles s'entendaient bien et demanda à Jaï si elle prenait correctement soin de sa chère Doo. Jaï nia, affirmant qu'elle s'entendait simplement bien, même si, une fois encore, tout cela produisait un effet étrange. Puis, Jaï ajouta que c'était malgré tout un plaisir de s'occuper d'elle. Doo lui demanda alors si elles pourraient rejouer ensemble le lendemain, et Jaï, toujours sous l'effet du sel de marionnette, répondit qu'elle en serait ravie. Finalement, le père et la fille se mirent à danser, tous deux visiblement heureux.